car c'est elle qui donne le sens profond de ces manifestations de la vie que l'on nomme les maladies. Selon cette loi, de loin la plus audacieuse de toutes, la maladie est un programme bien fondé de la nature qui apporte une réponse en urgence à une situation où la survie biologique est en jeu. Autrement dit, d'après le docteur Hammer, dans un organe déterminé, une cellule cancéreuse remplit exactement la même fonction qu'une cellule normale, mais de façon super performante. Une fois le danger écarté, l'organisme n'a plus besoin de ce mode de fonctionnement en sur-régime. Le cerveau met fin à la première phase du programme et bascule alors dans la deuxième phase, celle du retour à la normale, où la tumeur devenue inutile se désagrège, se nécrose ou s'enkyste naturellement selon des processus prévisibles et observables. Lorsqu'il dépose sa thèse, le docteur Hammer y joint 200 dossiers complets tirés des 6500 dossiers de patients cancéreux qu'il a examinés et suivis. Il est certain que la communauté scientifique ne pourra faire autrement que de reconnaître la pertinence de ses travaux, puisque tous ces dossiers corroborent à 100% l'énoncé de ces 4 lois biologiques. En guise de réponse, l'université de Tübingen refuse de lire officiellement et d'examiner son travail, événement rarissime dans le monde des sciences. À ce jour, l'université de Tübingen a été condamnée 3 fois par les tribunaux civils, en 1986, en 1992 et en 2006. Malgré ces injonctions et ces condamnations, elle n'a toujours pas accepté d'examiner la thèse du docteur Hammer, 25 ans plus tard. Pourtant, en 1992, à la demande d'un avocat de Hammer, l'Ordre des médecins est contraint de vérifier le taux de survie des 6500 patients soignés par Hammer avec sa méthode originale. Comme les dossiers ont été perquisitionnés, il leur est facile de retracer toutes ces personnes. Le résultat est ahurissant. 92% des patients soignés par Hammer étaient encore en vie plus de 5 ans après le diagnostic du cancer. Le taux officiel de la médecine d'école atteint à peine les 30% de survie après 5 ans. Depuis 1981, les théories de la médecine nouvelle ont été vérifiées à 100% par des groupes de médecins et de cancérologues indépendants à 28 reprises dans plusieurs pays européens. En décembre 1988, par exemple, à Vienne, en Autriche, le pape de la cancérologie autrichienne, le professeur Birkmayer, réunit 3 autres médecins autour du docteur Hammer et vérifie la loi des reins du cancer dans 100% des cas sur 7 patients inconnus du père de la médecine nouvelle. En mai 1990, à Namur, en Belgique, une quarantaine de médecins et de praticiens de santé vérifient la véracité de la médecine nouvelle sur l'ensemble des patients présentés à Hammer. En juin 1992, au sein de la faculté de médecine de Düsseldorf, en Allemagne, le professeur et docteur Stemann préside une conférence médicale au cours de laquelle 24 cas sont examinés, chaque cas comportant 4 à 5 maladies. Les 24 cas s'étendaient aux maladies suivantes: cancer, leucémie, psychose, sclérose multiple, diabète, allergie, épilepsie, tumeur au cerveau, maladies infectieuses, tuberculose et sarcome. Au travers de cette centaine de maladies, les lois de la médecine nouvelle ont été vérifiées dans 100% des cas. En septembre 1998, l'Institut de cancérologie de l'université de Trnov, en Tchéquie, invite le docteur Hammer à se soumettre à une vérification des lois de la médecine nouvelle, sur 7 cas comportant une vingtaine de maladies au total. À chaque fois, tous les scientifiques qui ont accepté de vérifier les lois de Hammer sont convaincus, sans exception,
de leur pertinence et de leur véracité. Aujourd'hui, des centaines de médecins ont intégré cette approche dans leur pratique quotidienne avec succès, mais sont obligés de se cacher pour ne pas subir le même sort que Hammer. Car bouleverser les théories et les croyances scientifiques de son époque ne se fait pas sans risque, pour celui qui a l'impertinente audace de soutenir sa thèse seul contre tous. Tant Galilée que Hammer ont expérimenté ce qu'il en coûte de proposer un nouveau paradigme dans un domaine où les enjeux de pouvoir sont énormes. En 1610, en publiant son livre Le Messager céleste, Galilée apportait une vision nouvelle de l'astronomie, du système planétaire et des lois qui le gouvernaient. Sa théorie était établie rigoureusement selon les lois d'objectivité et de reproductivité en vigueur dans le monde scientifique. Tous ces dires pouvaient être démontrés mathématiquement. En 1981, en déposant sa thèse de post-doctorat, le docteur Hammer apportait lui aussi une vision nouvelle de l'évolution et de la guérison des maladies. Sa théorie était, elle aussi, rigoureusement établie et reproductible, selon les mêmes principes en vigueur dans le monde scientifique. Pourtant, un décret de 1616 condamne les théories de Copernic et déclare les théories de Galilée stupides et fausses, car incompatibles avec les écrits de la Sainte Bible. Mais lui-même n'est pas inquiété, grâce à l'intervention de certains de ses amis très influents. Directement après le dépôt de sa thèse en 1981, Hammer est mis à la porte du service d'oncologie de l'hôpital universitaire de Munich, dont il est le chef. Mais on lui permet de poursuivre ses recherches personnelles, de soigner ses patients en privé et d'intervenir dans les médias d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. En 1633, Galilée est à nouveau mis sur la sellette, suite à la publication de son dialogue, premier essai d'un physicien dans l'histoire et chef-d'œuvre de logique argumentaire. Il est traîné devant le tribunal de l'Inquisition et jugé par le Saint-Office. Pour ne pas subir le même sort que Giordano Bruno, qui fut brûlé vif à cause de ses travaux sur le matérialisme et la pluralité des mondes, Galilée se rétracte, abjure ses théories et demande pardon à genoux. C'était le 16 juin 1633. En 1986, devant son refus d'abjurer ses convictions scientifiques, le tribunal retire à Hammer son droit d'exercer la médecine, le considérant comme dangereux et fou. Entre 1986 et 1996, Hammer échappe de justesse à 4 tentatives d'internement psychiatrique. Entre mai 1997 et mai 1998, il est emprisonné à la prison de Cologne pour avoir fourni des renseignements à 3 malades alors qu'il n'a plus de licence de médecin. De septembre 2004 à février 2006, il est emprisonné à Fleury-Mérogis pour avoir incité à l'exercice illégal de la médecine. À différentes reprises, l'Ordre des médecins et les tribunaux civils ont supplié le docteur Hammer de renoncer à ses théories. Celui-ci n'a jamais accepté de mettre un genou à terre, contrairement à Galilée. Et il a tout perdu. Sa carrière, sa réputation, sa richesse, son droit d'exercer la médecine, et même la vie de sa femme, décédée d'un infarctus en 1985. L'Inquisition n'est pas morte. Elle n'a fait que changer de forme et de visage. Galilée finira les 9 dernières années de sa vie aveugle et cloîtré dans une résidence surveillée de la région de Florence. Après s'être réfugié dans le sud de l'Espagne jusqu'en mars 2007, le docteur Hammer a été forcé de fuir à nouveau vers une destination tenue secrète, loin de l'Europe. De toute façon, cela fait longtemps qu'il lui est interdit de mettre les pieds en France ou en Allemagne,
ou de donner des conférences publiques. Il faudra attendre 1983, 350 ans plus tard, pour que l'Église catholique reconnaisse, par la voix de Jean-Paul II, son erreur dans le procès de Galilée. Combien faudra-t-il attendre pour que le monde scientifique reconnaisse son erreur à l'égard des découvertes du Dr Hammer? Et pourquoi moi j'aurais cette connaissance et que lui, la dame à côté, le monsieur là, lui il doit mourir, et pourquoi lui doit avaler de la chimie jusqu'à en être malade, jusqu'à en mourir éventuellement? C'est pas normal ça. C'est simplement pour ça que moi je suis là, personnellement. Dans l'affaire Galilée comme dans l'affaire Hammer, on peut se demander pourquoi un véritable débat scientifique n'est pas possible. Au XVIIe siècle, la motivation du Saint-Office était de garder la Bible comme seul moyen de connaissance. Il fallait avant tout maintenir les chrétiens dans un état d'ignorance, favorisant la superstition et la soumission à une loi divine, supérieure à toutes les lois scientifiques. Copernic, Kepler et Galilée font partie de ce mouvement qu'on a appelé la Renaissance et qui voulait remettre l'homme au centre de l'univers et non plus Dieu. En reléguant la Terre au simple statut de planète en orbite autour du Soleil, ils reléguaient en même temps la planète créée et élue par Dieu à la périphérie du monde. Pour des raisons idéologiques et de pouvoir, cette position était inacceptable pour l'Église. Au XXe siècle, quelle pourrait être la motivation des scientifiques à refuser d'examiner des travaux susceptibles de sauver des millions de vies chaque année? Serait-ce la peur de perdre la face, en se rendant compte à quel point ils ont affirmé fermement des propos qui n'étaient finalement que des hypothèses non vérifiées? Serait-ce la peur de devenir inutile, car il n'est plus besoin de comprendre les mécanismes génétiques ou de trouver un vaccin pour guérir le cancer? Serait-ce les pressions du complexe médico-pharmaceutique qui n'a pas du tout intérêt à ce que le cancer se guérisse aussi facilement et sans coût financier ni biologique excessif? C'est vrai que chaque patient cancéreux rapporte au système, en moyenne, 180 000 $. Ou serait-ce tout simplement la peur de perdre le pouvoir, en voyant les patients redevenir responsables de leur propre processus de guérison, en apprenant à résoudre les conflits qui ont été à l'origine de leur cancer? La faute de Galilée, c'est d'avoir remis l'homme au centre du monde. La faute de Hammer, c'est d'avoir remis l'homme au centre de sa guérison. Dans les deux cas, il n'est pas bon de redonner le pouvoir à l'individu au détriment de celui des institutions, quelles qu'elles soient. En science, comme dans d'autres domaines où les enjeux de pouvoir sont forts, il n'est pas bon d'être seul à avoir raison contre tous. Galilée en fit la douloureuse expérience. 350 ans plus tard, le docteur Rick Geert Hammer en fait encore l'expérience à l'heure où ce documentaire est réalisé.